Oui, on peut éteindre hein, peut-être, parce que là... Voilà. Justin, c'est bon? C'est bon? Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 19 février. Alors, plusieurs infos avant de commencer. Juste vous rappeler qu'il y a une réunion citoyenne par rapport aux véhicules électriques partagés qui aura lieu le 21 février, ici à la salle du Conseil à 18h30, donc c'est dans 2 jours. Il y aura également, tout ça dans le bulletin communal, mais je vous le rappelle pour que vous n'oubliez pas, le 12 mars à 19h, il y aura le guide communal d'urbanisme, il y aura une réunion citoyenne par rapport à ce dossier. Le 23 mars à 9h, donc c'est un samedi, il y aura la journée de l'eau, et ce sera rendez-vous au cimetière de Rêves, donc on va aller à l'observatoire, etc. Le 28 mars à 17h30, il y aura la mise en réseau des entreprises. Donc on s'est engagé à refaire un événement du style qu'on a fait en octobre ou novembre pour tout le secteur économique. Et donc là, ce sera plutôt à 17h30 à la maison de village de Villers-Pérouin. Ce sera plutôt sur un mode after work. Et ce sera la MIREC qui viendra parler de tout ce qu'on peut mettre en place pour engager ou former des personnes dans les entreprises. Voilà. Et avant de commencer la séance normale, vous rappelez qu'il y a eu la réunion mobilité le 15 février qui a eu lieu dans cette salle sur la rue Henri Loriot, la rue Léon Mercier et la mise en œuvre du plan communal de mobilité. Donc ceux qui n'auraient pas su participer, il y a moyen de le revoir sur Internet. Et il y a eu ce samedi la plantation à Agricoeur d'arbres à haute tige. Voilà, avant de commencer le procès verbal, il y a 3 points U que vous avez reçus, donc en urgence, que vous avez reçus vendredi. Il y a une interpellation citoyenne de M. Rattadi qui est présent aujourd'hui. Il y a la cession de véhicules de Renault Trafic appartenant au CPS. Et il y a une motion de soutien aux agriculteurs. Donc là, on ne discute pas du contenu, mais bien du fait de l'ajouter. Pour pouvoir le faire, il faut la majorité des 2/3. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Anne, alors, oui. On vote les 3 points pour les ajouter simplement à l'ordre du jour. Anne? Oui. 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 Et oui. Alors, donc, on discutera de l'interpellation citoyenne en 3e point et les autres points on le fera en fin de séance. Alors, le procès verbal du 22 janvier 2024, est-ce qu'il y a des remarques? J'ai oublié de dire que j'excuse Muriel Gauss, Patrick Baridès et David Declercq, et Emmanuel Ward va arriver en retard, et Jérôme, on verra s'il arrive ou pas. Oui, ok, ça va. Est-ce qu'il y a des remarques sur le PV de la séance précédente? Non? Anne, alors? Oui. 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 Et oui. Alors, le point 2, avant de passer à l'interpellation citoyenne de M. Rattadi, toute une série de décisions de l'autorité de tutelle, donc des approbations. Donc, le règlement de taxes écrits publicitaires MA et pylônes ont été validés. Les règlements de redevance sur les garderies, les repas, les centres de vacances, les taxes sociales ont été validés. Le budget 2024 a été validé. Le budget de la régie foncière a été validé. Et puis, il y a également le marché sur les marquages routiers qui ont été validés. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques ou pas. Oui. Oui, j'ai une remarque évidemment sur la décision de l'autorité de tutelle à propos du budget 2024. Et donc, notre groupe le dit depuis 2 ans. Le CRAC avait déjà émis un avis défavorable en janvier 2023. Donc, je rappelle, il disait à l'époque que la trajectoire 2023 était à l'équilibre par l'effet d'une surestimation des dettes aux additionnels du précompte immobilier. Donc, le CRAC attirait déjà l'attention sur la faiblesse de la trajectoire budgétaire et l'épuisement rapide des provisions. Donc, je le répète, notre groupe ne se trompe donc pas. Alors, je voudrais bien quand même lire à voix haute ce que contient le courrier du CRAC, parce que je pense que c'est pas le CRAC, c'est le ministre. Oui, mais voilà, c'est l'avis du comité quand même. Et donc, je pense que c'est important que ce soit lu à voix haute pour que le
public qui nous regarde puisse connaître la teneur de cette décision de l'autorité de tutelle. Et donc il y est dit qu'il y a une diminution de la charge de la dette temporaire suite à l'étalement de la dette en 2019. Mais qu'ensuite, suite à une augmentation exponentielle des investissements depuis 2019, et il les cite, 2 millions en 2019, 3 millions 2 en 2020, 7 millions 3 en 21 et en 22, 4 millions 4 en 2023 et 5 millions 3 cette année, les dépenses de la dette repartent à la hausse. Ils disent aussi, le coût réel va être supporté par les générations futures, c'est-à-dire à partir de 2027 jusqu'en 2046. Et finalement, le CRAC déclare quand même aussi que l'évolution de la charge de la dette est problématique. Ben voilà, donc voilà pourquoi nous réaffirmons que tous les investissements décidés sont sans doute excessifs, parce que même avec des subsides, la multiplication des projets va coûter cher à la commune. C'est bien ce que la décision de la tutelle ce dont la décision de la tutelle nous informe, pardon. Donc vous comprendrez mieux pourquoi nous votons régulièrement non pour une série de projets. Et pour nous, il aurait fallu, et on l'a dit lors de la parution du budget, que la majorité revoie à la baisse certaines de ses ambitions pour cette année. Ça aurait été un premier pas, bien sûr ça n'a pas été fait, on le sait, c'est une année électorale. Et donc on est un petit peu triste de se dire que la prochaine mandature devra assumer cela et ce sera certainement une mandature moins généreuse. Je vous remercie. Merci pour ton intervention. Donc peut-être quelques éléments par rapport à ça. Voilà. Ça aurait été anormal que tu ne fasses pas mention à ça. Surtout que je tiens à insister que je n'ai fait que lire ce qui était écrit. Tout à fait. Par contre, ce qui est quand même important, parce que si on dit tout, si on lit tout, il faut dire tout. Oui. Et donc on parle bien ici de budget. Et donc ça veut dire que quand on parle de budget de 4 millions, 7 millions, 8 millions, en fait dans les comptes, ce n'est pas le cas. Et donc en fait ce sont des reports à chaque fois. Et donc dans les faits, les chiffres là sont inexacts. En fait, il aurait été le plus honnête intellectuellement de regarder ce qui a vraiment été emprunté. Donc ça, c'est un élément important. Alors, deuxième chose, je termine et puis... La deuxième chose, c'est le fait que... Donc on parle de l'évolution de la charge de la dette. Et donc effectivement, la charge de la dette augmente chaque année. Sauf ce que la région wallonne ne dit pas, et c'est un peu spécial, c'est qu'on est passé d'un budget à 10 millions à 14 millions à l'ordinaire. Et donc, si on voulait comparer, il faudrait faire la proportion. Et donc, là, on était à 8-9% de charge de la dette sur le budget ordinaire. On a entre 11, 12 ou 12,5% à l'ordinaire. Et donc, d'abord, ça veut dire que la dette, elle est maîtrisée. Maîtrisée, c'est comme... Vous savez, quand tu fais un emprunt pour ta maison, tu rembourses plus ou moins combien ? 30% chaque mois. Ici, à la commune des Bourg-Villers, on rembourse 12,5% sur une année. Et ce que ne dit pas la décision, et c'est ça qui est un peu malhonnête, c'est que toute une série de dépenses sont liées à la transition énergétique et surtout transition du logement. Et donc, il y a toute une série d'investissements qui sont productifs et qui entraînent de nouvelles recettes en fait, à l'ordinaire. Et donc, je vais vous donner une bonne nouvelle, parce que je vois souvent dans vos publications comme quoi, finalement, la provision a diminué alors qu'elle a augmenté par rapport à vous. Vous dire que le compte 2023 va être très positif. Au lieu de 600 000 euros de boni, on va faire quasiment 1,5 million de boni, donc on fait 900 000 euros supplémentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos investissements que nous faisons à l'extraordinaire permettent de diminuer les dépenses. Diminuer les dépenses sur l'éclairage public, diminuer les dépenses sur les factures d'électricité, diminuer les dépenses, le fait qu'on a isolé sur les factures de gaz. Et donc, effectivement, il y a eu un sous-investissement chronique sur les années précédentes qu'on est arrivé, et on assume, en fait, on investit plus maintenant pour pouvoir rattraper le sous-investissement, et il est clair que pour les années à venir, on ne devra plus réisoler, on ne devra plus réinvestir dans des panneaux photovoltaïques, on ne devra plus recréer
l'aménagement du logement, par exemple, au château de Belair. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va avoir un pic et on va devoir redescendre, à mon avis, il y aura encore une année en 2025, et on pourra redescendre dans une trajectoire assez normale. Ce que je veux dire par là, c'est que nous rendrons le matelas budgétaire pour la commune des Bonvillers quasiment à 2 500 000 euros. C'est énorme, sachant que quand on l'a reçu, c'est 1,2 million. Je tiens à dire aussi que quand on a repris la dette, quand nous sommes arrivés, moi j'aime pas comparer, mais bon, comme vous comparez toujours, je le fais. Vous devez savoir qu'en fait, la charge de la dette qui était en 2019 à 885 000 euros, si nous n'avions pas, on va dire, étalé la dette sur plusieurs années, ce qui était gagnant pour la commune, parce que je rappelle que au moment où on l'a fait, les taux étaient très bas, et Belfus nous a encore dit que c'était une super opération d'avoir fait ça à ce moment-là. Quand j'ai voulu faire le budget 2019, ce que le directeur financier proposait, c'était une charge de dette d'1,3 million. 1,3 million. Donc, si je faisais Agricoeur, si je faisais tous les gros projets que vous aviez décidés, et donc, clairement, il y a eu 2 travaux qui ont été faits. C'est le fait d'étaler la dette, et donc, ce qui représente une trentaine de mille par an, hein, sur les 30 ans, donc il faut quand même le savoir. Donc, on parle de 900 000 euros qui a été étalé. Et 2, le fait qu'on a retiré un gros projet qui coûtait 4 millions d'euros. Et donc, en fait, nous, on a retiré un gros projet qui nous a permis d'investir plutôt dans l'isolation, dans l'aménagement, etc. Et donc, il y a 2 visions. Donc, vous estimez que réinvestir n'est pas une bonne chose. Moi, je suis très fier d'avoir investi dans la mobilité, dans l'énergie, dans l'environnement, parce que si on ne fait pas ça maintenant, on va rater la transition et la commune de Bonvillers s'inscrit en plein dedans et on va gagner sur le moyen et le long terme parce qu'on va diminuer nos charges et on le voit déjà vu que les comptes 2023 prouvent que nos dépenses diminuent. Et donc là, on avait vu des grosses dépenses en énergie, etc. Les premiers investissements que nous avons faits fonctionnent. Et donc ça, c'est très positif. Voilà. Et donc on présentera les comptes en mai ou en juin. Et donc là, on aura le chiffre exact parce qu'on doit faire des comptes provisoires avant fin mars. Et donc le collège a déjà reçu à la grosse louche les comptes 2023, mais maintenant ils doivent regarder ligne par ligne. Et donc ils seront présentés, mais donc on aura de bonnes nouvelles. Et donc jamais la commune aura un matelas aussi important de provision qui sera disponible pour la future majorité. Voilà. Voilà. Écoute, moi je suis heureuse d'apprendre que tu es plus spécialiste que ces gens qui sont quand même des spécialistes de l'analyse de budget. Et donc, je suis heureuse de savoir qu'ils se trompent et que tu vas nous prouver que tout va aller beaucoup mieux et qu'il n'y aura pas de problème entre 2026 et 2047. Voilà, en fait, ils ne se trompent pas. Le problème, c'est qu'ils ne disent pas tout. Si tu ne lis que les dépenses du budget, donc ça veut dire... Je dis sur un budget, dans l'année N, je dépense 7 millions, mais en fait que je n'emprunte que 2 millions. Les 5 millions, qu'est-ce qui se passe? Je ne les ai pas dépensés. Ils sont écrits dans les budgets. C'est pour ça que ce n'est pas correct ce qu'ils disent. En fait, ils devraient faire la proportion du compte et voir la charge de la dette, comment elle augmente. Ça, c'est quelque chose de précis. C'est vraiment les emprunts que nous avons faits. Je suis d'accord, mais c'est quand même 2 fois d'affilée qu'ils font les mêmes remarques. Non, c'est même 3 fois. Ils ont tout le temps fait la même remarque. C'est chaque fois la même chose. Mais moi, de façon plus insistante. Simplement, je pense que vraiment, c'est notre rôle. Toi, tu es au cœur des comptes, tu es au cœur du quotidien de la commune. Il y a des choses que nous, on ne sait pas, il y a des investissements qu'on ne voit pas, il y a des retours sur investissement qu'on ne voit pas. Je trouve légitime que nous, au vu d'un courrier pareil, on s'inquiète et on s'inquiète sérieusement. Et je trouve que c'est important que tous les conseillers en soient conscients, de même que le public. Alors, peut-être qu'effectivement, ça va bien aller. Je le souhaite. Évidemment, je ne souhaite de mal à personne et surtout pas à la commune. Mais je trouve légitime qu'on s'inquiète et qu'on ait le droit de le dire. Il n'y a pas de souci, tu peux dire ce que tu veux. Alors, par exemple, un exemple, c'est tu vois, le château de Belair. Il y a 23 logements. Donc, vous aviez eu un subside de 900 000 euros en fait, qui n'était pas, versé. Et donc, on a essayé de l'augmenter à 1,8 million. Et le fait de garder le logement sur notre payroll, entre guillemets, donc que nous les gérions, nous avons quasiment 60 à 70 000 euros de nouvelles recettes qui vont tomber chaque année pour gérer ces logements. Et donc, c'est un type d'investissement productif que nous faisons. Donc, ça veut dire que ce logement, donc, effectivement, et c'est ce qui coûte le plus cher, hein,
Effectivement, on a emprunté 2,5 millions pour ce projet, ou 3 millions, je ne sais plus, parce que finalement, il y a des états d'avancement qui évoluent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le subside est entre 10 et 15 ans, l'investissement va être remboursé. Et c'est ça, en fait, qu'il y a derrière. C'est que ce qu'il y a derrière, c'est une grosse part d'investissement productif. Et je trouve ça assez malhonnête de la région wallonne de ne pas le prendre en compte. Mais bon, après, c'est le rôle et le fait de lire ça, on reste quand même prudent. Donc c'est pour ça qu'on fait un travail à chaque fois sur le personnel, le fonctionnement, sur les dépenses de transfert, etc. minutieux, parce qu'on ne dépense pas l'argent comme ça. Mais nous, on est convaincus qu'il faut investir pour préparer l'avenir. Et surtout parce qu'il y a un sous-investissement avant. Hein. Quand tu as des camions de 1982 ou de 1989, ou quand tu as des plaines de jeux qui n'ont pas été remplacées depuis les années 2000, alors qu'il faut les remplacer à chaque moment, chacune un petit peu, ou quand tu as du matériel informatique qui n'a plus été remplacé depuis 5 ou 10 ans, à un moment, il fallait réinvestir. Et donc, clairement, sur l'outillage, on en s'est réinvesti. Et donc, j'assume complètement le fait de réinvestir. Ça n'a pas été fait avant, donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Quand tu as un camion qui tombe en panne en permanence, il faut quand même le faire. Donc, 1982, le camion, je suis arrivé en 2018. Je pense que la durée de vie d'un camion, elle est Oui, très longue. Mais bon, ça fait tout de suite 350 000 euros qu'il faut prendre. Voilà, donc voilà, mais après, j'accepte ta remarque tout à fait, parce qu'en fait, elle est logique, parce que nous-mêmes, on en parle au collège, on en a parlé en réunion de préparation ici, donc rien de très nouveau de la part de la région wallonne. Rien de nouveau, mais je pense que c'est quand même un élément important à souligner, important d'en parler et important qu'on soit informé de la suite qui est donnée à ce genre de courrier, parce que pour nous, ce sont des courriers inquiétants. Mmh. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est faire une réponse au SPW pour qu'ils prennent tout en compte, parce que, objectivement, et à un moment, il dit dans le courrier, si vous deviez rembourser l'ensemble de vos prêts, vous ne seriez pas capable, fatalement. Quand tu achètes une maison, tu achètes ta maison sur 20 ans, tu peux l'amortir sur 20 ans ou 25 ans ton prêt. On ne te demande pas de rembourser ton prêt à l'année N. Et donc, ce qui n'est pas correct à nouveau. Ce qui me paraît bizarre, c'est le traitement que nous avons par rapport à d'autres communes ou d'autres villes, où il y a certaines villes qui empruntent pour être en budget ordinaire. La ville de Charleroi, sans les citer, ils empruntent 120 millions d'euros et eux, aucune remarque. Tout va bien. Et donc, à un moment ici, on regarde cents par cents. Et donc, voilà. Donc... Je ne crois quand même pas que ces gens passent leur temps à viser la commune des Bonvillers. L'analyse qu'ils font, c'est une analyse générale sur toutes les communes. Oui, mais, voilà. Alors, mais le potentiel de tout le monde n'est pas le même. Ce qui ne va pas, c'est qu'ils ne prennent pas tout en compte. Charleroi n'est pas une ville comme la nôtre. Voilà, ils devraient pouvoir dire... S'il te plaît ? Elle est sous tutelle, Charleroi. Elle est sous tutelle, effectivement. Mais bon, après, elle est sous tutelle, mais on sait faire les garderies gratuites, on sait faire les repas gratuits, on sait tout faire gratuit là-bas. Il faudra quand même expliquer comment on fait. Voilà, mais merci, mais nous semblait vraiment important de faire l'intervention. Pas de souci. Mais donc c'est une communication, du coup ça ne demandait pas de vote. Et maintenant je donne la parole à Monsieur Ratazzi. Donc vous pouvez vous mettre à côté de Jean-Luc. Il faut appuyer sur le... J'ai combien de minutes ? C'est rouge. Ok, c'est rouge. Ok. Allez-y, Monsieur Ratazzi. Oui, bonsoir. Avant de rentrer dans le sujet, effectivement, ça faisait partie d'une de mes questions des interpellations du mois de juin. Et moi, je suis surpris que dans le Conseil, tout le monde n'a pas accès au budget. Ça veut dire donc, que... attendez, oui. on va... Là, donc, ici, c'est cadré, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, tout le monde a bien accès au budget pour répondre directement à votre question, Okay. pas de souci. Même le public, s'il veut, il peut avoir accès au budget. C'est un document public. Donc, ici, vous devez parler de votre interpellation concernant le service état civil des populations. Donc, vous êtes là pour ça, donc allez-y. Ok, merci. Donc, je vous rappelle que vous avez 10 minutes en tout, et on a déjà commencé, la minute a déjà commencé. Allez. Je commence maintenant. Allez-y, je vous donne une minute. Donc, bonsoir à tous. Bien que n'étant pas un orateur professionnel, mais un simple habitant de notre commune, je suis déjà passé à plusieurs reprises pour essayer de défendre en tout cas certains éléments que j'estime fondamentaux pour les citoyens, familles proches, puisque nous sommes tous les villageois des Bonvillers, et qui touchent à la vie de tous les jours. Je vais donc essayer ici d'étayer au mieux ce sujet à une allure modérée, vu le temps limité qui est imparti.
En introduction de la demande d'interpellation à propos de la collecte des empreintes par la commune pour obtenir une nouvelle carte d'identité et du processus de traçabilité, d'archivage qui en découle. J'en profite qu'il ne s'agit malheureusement pas d'un débat mais d'une interpellation, pour rappeler qu'il ne s'agit malheureusement pas d'un débat mais d'une interpellation. Si avant les élections, le conseil ou le collège communal ou le collège souhaite organiser un quelconque débat sur ces sujets abordés depuis ma première interpellation de novembre 2022, ce serait naturellement le bienvenu. J'ai pris quelques notes et tout ce que je signale ou sujets auxquels je fais référence sont sourcés. Je rappelle que personnellement, je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à tout ce que j'avance, donc j'essaie d'être tout à fait neutre. Ce sont des sujets qui ne sont pas habituels parce qu'apparemment, je veux dire, on n'en parle pas régulièrement au niveau communal. Donc, en introduction de la demande d'interpellation à propos de la collecte des empreintes par la commune, je voulais rappeler que je me permets de rappeler que concernant nos droits fondamentaux qui furent quelque peu bafoués et mis sous pression à plusieurs reprises depuis quelques années, comme l'avait signalé Luc Hénard, président honoraire du tribunal de première instance. En tapant sur le moteur de recherche, j'ai retrouvé... Monsieur Ratadi, j'arrive en introduction. Il faut que vous restiez dans votre oui. interpellation, le fait déjà. J'ai un paragraphe et je reviens sur le contexte. D'accord. Donc, en tapant sur le moteur de recherche, j'ai retrouvé quelles sont les libertés fondamentales. 1. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d'une personne, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ceci induit la liberté de choisir comment disposer de son corps, et donc on en rejoint avec les empreintes, et de gérer sa santé physique ou psychique. Le soir même du précédent conseil communal, où je n'ai pas pu assister au mois de janvier, Eddy Kakelbergs, journaliste d'expérience sur la RTBF, et qui était par ailleurs en 2012 le premier grand maître adjoint du Grand Orient de Belgique, qui est une obédience maçonnique qui compte une dizaine de milliers de membres, recevait à 18h30 David Colomb, historien professeur agrégé d'histoire à l'IEP de Paris, Sciences Po. Il signalait la Troisième Guerre mondiale et la guerre de l'information. Monsieur Ratadi, il faut absolument que vous restiez dans votre interpellation, parce que là, vous n'avez pas encore abordé votre interpellation. Donc, si vous voulez avoir les 10 minutes, parce qu'il vous reste 5 minutes, là. Donc, Ok. Cela me faisait penser à la protection nécessaire du statut d'alerteur et effectivement où certaines personnes de la RTBF ont des rémunérations supérieures à certains ministres. Donc, pour en revenir au contexte de la demande, que je vais relire et que je vous avais écrite. il vous reste 4 minutes, monsieur Ratadi. Oui. Le contexte de cette demande d'interpellation. Dans le cadre de l'obtention d'une carte d'identité, électronique, digitale ou numérique, à se faire délivrer par la commune, sur base du principe de précaution, nous nous interrogions légitimement sur le fait que notre commune exige une ou plusieurs empreintes comme condition préalable. Pour mémoire, je rappelais au Conseil, à ce titre comparatif, de l'application de la législation de plus en plus contraignante, à peine sortie du CST, considéré comme illégal le 30 mars 2022, la commune se doit, depuis juillet 2022, de délivrer des attestations, des autorisations à ses concitoyens qui souhaitent acquérir des animaux, même pour des poissons rouges, dans un commerce approprié. Cette situation semble pour le moins ubuesque, tel que je le précisais au conseil communal précédent. Le collège ou conseil communal le collège ou le conseil communal a-t-il évoqué ce sujet, donc sur les empreintes, lors d'une séance spécifique, ou a-t-il interrogé les autorités compétentes, c'est-à-dire un niveau supérieur, supranational? Sauf erreur de ma part, et de manière anecdotique, jusqu'à présent, seuls les criminels devaient donner leurs empreintes dans le passé, ou en tout cas dans les films que je nomme ici policiers ou suspense, pour l'anecdote. Nous avons donc des interrogations sur le processus de cette démarche de numérisation des empreintes exigées par la commune, ainsi que sur la confidentialité des données numérisées récoltées au sein de la commune. Dans ce cadre-là, à titre de comparaison, je m'en réfère à la position du bon sens du bourgmestre, vous-même, qui, sur base du principe de précaution, s'est opposé à l'obligation du port du masque pour les enfants de moins de 12 ans,
à l'époque. Dans le même sens, je me réfère à la surprenante démission de la directrice de l'APD, donc Autorité de protection des données en Belgique, pour abus et intrusion et conflit d'intérêts politiques contraires à la neutralité de la réglementation RGPD et à la séparation des pouvoirs instituant les conditions d'une démocratie s'il en est. Donc, la directrice démissionnait à plusieurs reprises, a tiré l'attention de la Chambre sur l'autorité de contrôle de l'APD, sur le fait qu'un autre directeur qui préside aussi l'APD ainsi que des conseillers sont en conflit d'intérêts à la fois juge et partie. La directrice démissionnaire avait mis en demeure à la Chambre et pour mettre en œuvre des solutions. Cela n'a pas été fait. Entre-temps, la CNIL en France, récemment, le 8 février 2024, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui avait déjà reconnu avoir des tractations sur des données, sur le transfert de données confidentielles, lance une enquête concernant un vol de données chez Viamedis et Almeris. On ne connaît pas ces sociétés, mais elles sont chargées d'assurer la gestion du tiers payant pour les complémentaires santé et mutuelles. Plus de 33 millions de personnes sont concernées. Plus de 33 millions de propriétaires de cartes vitales français ou non Monsieur sont concernés. Il vous reste une minute et vous n'avez pas encore commencé vos questions. Oui, c'est sans doute l'une des plus gros vols de données de l'histoire du pays. Et cela demande forcément une enquête de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc la demande d'interpellation, en une minute, sur base du même principe de précaution utilisé par le bourgmestre et le conseil communal sur plusieurs dossiers. Nous souhaiterions donc également comprendre, pour celui de la carte d'identité et la numérisation des empreintes, comment sont gérés l'archivage des empreintes, les lieux et la durée de conservation, par qui sont-elles, seraient-elles utilisées dans les services communaux ou des services externes à l'enceinte communale ou sous quelles conditions? Comment sont-elles protégées? À qui pourraient-elles être transmises et sous quelles conditions? La raison technique ou administrative pour laquelle la commune exigerait des empreintes ou plus d'une empreinte. Tous les concitoyens pour toute nouvelle demande de carte d'identité. Le conseil ou le collège communal s'est-il positionné à un moment donné dans le passé sur ce sujet, sur la sécurité des systèmes informatiques et la conséquence qui s'ensuit? Et subséquemment, le conseil ou le collège s'est-il déjà... non, ça j'ai déjà eu l'occasion de le signaler. Les deux derniers points, j'ai déjà signalé précédemment. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour l'attention et la réaction que vous pourrez donner à cette demande. Merci à vous d'être assidu à nos conseils communaux. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? D'abord, avant que vous abordiez le thème, c'est vrai qu'on n'avait jamais on n'a jamais discuté. Donc pour répondre à votre question au collège ou en conseil par rapport à tout ce qui était lié aux empreintes, etc., on ne s'est jamais vraiment posé la question. Pourquoi? Parce que la plupart des choses dont vous parlez sont dans des lois et en fait les agents communaux les appliquent. Donc pour répondre à vos questions de manière précise, donc l'obligation d'enregistrer les empreintes, elle est pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, donc c'est dans la loi. Il y a deux lois qui régissent tout ce qui est lié aux empreintes, à l'archivage, etc. Et donc il y a la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 10 décembre 2019. Et donc, tout ce qui est le responsable du traitement, c'est bien l'autorité fédérale et pas la commune. Donc, en fait, la commune ne fait, entre guillemets, qu'appliquer une loi, comme on applique les lois dans d'autres domaines. Et donc, pour répondre à la question, donc on n'avait jamais abordé oui ou non. Quels sont les archivages des empreintes? En fait, il y a un document qui est assez bien fait, je vous invite à le lire, qui est sur le site IBZ, où il y a des FAQ, donc des questions fréquentes, et comment sont... les questions les plus fréquentes qu'il y a liées aux empreintes. Parce qu'ils ont pas mal de questions par rapport à ça. Bon, on a été lire avec la juriste, donc qui explique que les empreintes digitales ne sont conservées qu'à titre provisoire pendant la phase de production de la carte d'identité, donc parce que les empreintes vont sur la puce. Qu'elles ne sont, dans tous les cas, c'est une période de maximum 3 mois, que la législation interdit de faire une base de données centrale des empreintes, et que la personne qui a eu le marché pour faire ses cartes d'identité a l'obligation de détruire les empreintes une fois qu'il les a mis sur la puce. Donc ça c'est la loi, donc vous pouvez aller voir les questions par rapport à ça. Vous posez une question aussi, comment les empreintes sont protégées, donc c'est-à-dire comment on fait pour ne pas que mes empreintes, si je mets ma carte d'identité quelque part, elles ne se retrouvent pas ailleurs. Donc en fait la loi au niveau fédéral, ils ne l'ont pas inventé, enfin les normes ils ne l'ont pas inventée, en fait c'est une norme européenne, donc c'est une norme européenne qu'on retrouve sur les passeports ou autres, et donc
La loi donc, prévoit donc, tous les mécanismes de clés pour justement que seules les personnes habilitées puissent regarder les empreintes quand ils en ont besoin. Et donc la loi stipule qui est habilité, donc le personnel de la commune chargé de la délivrance des cartes d'identité, les services de police dans des cas bien précis. Je ne vais pas lire tout la loi, c'est l'article 3, alinéa 8, si vous souhaitez voir la loi que j'ai citée précédemment. Les personnels chargés de contrôle aux frontières, les membres du personnel de l'Office des étrangers. Il y a les membres du personnel du service des affaires étrangères et l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité. Fatalement, il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Donc tout ce qui est lié aux empreintes, c'est une obligation légale, donc ce n'est pas la commune qui décide oui ou non de prendre des empreintes. Et tout ce qui est lié au traitement, à l'archivage, est lié au niveau fédéral. Dernière chose, il y a la Ligue des droits humains qui avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle contre les empreintes intégrées dans les puces, et ils ont perdu ici. Et donc, elle a rendu un avis défavorable. Donc, ça veut dire que les empreintes peuvent rester sur les puces. Et donc, c'est le 14 janvier 2021 que la Cour constitutionnelle a rejeté les recours en annulation de la Ligue des droits humains. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, voilà. Je ne sais pas, vous pouvez encore réagir 2 minutes si vous le souhaitez. Oui, effectivement. Je vous avais déjà fait part des inquiétudes que j'avais par rapport à l'hypertechnologisation qui était en cours. Un processus, effectivement, qui a démarré il y a quelques années et qui s'est accéléré depuis 2020, puisqu'on a parlé effectivement de la disparition de certaines agences bancaires par rapport au cash, effectivement, et par exemple, qu'on ne puisse plus prendre le bus sans payer de manière électronique. Mais pour en revenir aux empreintes, je l'avais également signalé que le CST est une des premières choses qui a été mise en place en 2021. Et finalement, ça a été annulé. Donc, pour moi, qu'il y ait une loi qui soit passée, c'est une chose. Ce n'est pas pour autant que nos droits sont respectés. Et j'avais l'intention de dire, ou en tout cas de signaler, que vous étiez effectivement notre premier relais politique sur ces sujets. Et autant vous avez pris l'initiative d'interroger l'organisme des villes et des communes pour la spéculation énergétique dont vous m'avez parlé en décembre 2022, autant je me disais que le conseil ou le collège pouvait effectivement émettre aussi un avis qui ne doit pas nécessairement être lié à l'application des lois sans pour autant réfléchir sur ce point. Alors évidemment, j'entends que la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des familles, vous avez dit ? Non, la Ligue des droits humains. Oui. Et donc, ça ne change pas mes inquiétudes par rapport à ces dispositions, puisque, comme je vous ai donné 2 exemples concrets, il y a eu des abus concrets et effectifs et factuels qui ont été reconnus, et encore récemment. Et donc, je ne sais pas bien ce qu'on peut faire si on ne souhaite pas donner ses empreintes pour obtenir une carte d'identité. Ben, en fait, tout le monde est censé respecter la loi, donc il faut changer la loi. Donc il faut se présenter en politique, faire un parti et changer la loi. Ça peut être un projet de société, d'être un parti qui est contre tout ce qui est lié au RGPD, j'ai pas de souci. Mais donc, pour ça, il faut changer la loi. Donc je rappelle que tous les élus ici ont dû prester serment, on doit respecter la loi, la Constitution et fidélité au roi. Que par rapport au masque dont vous parliez, ce n'était pas une loi, mais une circulaire de la ministre qu'elle avait pondue sur un coin de table. Et donc, là, je pouvais intervenir. Mais donc, ce n'était pas un décret ou une loi. Et donc, c'est pour ça qu'on va intervenir. Donc, nous, on est là pour respecter l'état de droit. Donc, on commence pas... Si on veut changer les lois, alors il faut faire la politique au niveau supérieur et changer les règles. Mais, oui. Je voulais juste ajouter, parce que vous parliez des droits, et c'est vrai que c'est peut-être un élément à souligner. Donc, les droits fondamentaux au niveau belge sont dans la Constitution, et la Constitution prévoit, en ce qui s'agit, pour ce qui concerne la vie privée, donc le droit à la vie privée, donc c'est l'article 22. Effectivement, tout le monde a droit au respect de la vie privée, sauf
dans les cas et selon les conditions prévues par la loi. Donc la Constitution autorise la loi, mais il y a quand même des contrôles. Je veux dire, en plus du processus démocratique qu'il y a derrière tout ça, il y a le Conseil d'État, il y a un avis de la Commission, à l'époque de la Commission vie privée de l'Autorité de protection des données. Bon, je vois bien que vous mettez en doute sa neutralité, mais il y a quand même des contrôles. Et en plus ici, une validation de la Cour constitutionnelle dont l'objectif est la sauvegarde, de préserver la Constitution, de faire respecter la Constitution. Donc, je pense que des contrôles, il y en a eu quand même quelques-uns. Voilà. Une seconde, les serveurs, au niveau des empreintes, c'est archivé sur un serveur local ou ça se passe comment? Je ne saurais pas répondre à ça, mais pour moi, on ne gère pas l'archivage, donc ça ne doit pas être chez nous. Oui, c'est la firme est chargée de tout. Nous, on ne s'occupe de rien par rapport... On s'occupe juste de... On doit acheter une machine bien précise et on s'occupe de plus rien. Et donc voilà. Et je n'ai jamais eu de plainte de personnes qui auraient retrouvé ces empreintes à un endroit où quelqu'un aurait utilisé ces empreintes pour... Jamais. Pas encore, c'est récent. Non. Oui. La seule chose où je pourrais être d'accord avec monsieur, c'est vrai que je trouve que le fait de devoir prendre ces empreintes, c'est contraignant. Je prends le cas des personnes âgées qui sont de ce fait obligées de se déplacer, de venir à la commune, parce que ce n'est pas une machine qu'on peut déplacer. Mais pour le reste, je pense que c'est aussi une évolution, et au contraire de vous, moi j'y vois une sécurité. L'empreinte, c'est quelque chose qui est totalement personnel. Jusqu'à certaines limites. Jusqu'à certaines limites, mais on n'a pas encore trouvé... Pardon. Allez. Voilà, merci Monsieur Ratazzi. Vous pouvez reprendre votre place. Alors, on va reprendre la séance normale du Conseil communal. Donc, il y a de nouveau une communication d'une situation de caisse qui est juste un état des lieux trimestriel. Donc, de nouveaux directeurs financiers demandent qu'on le fasse comme c'était prévu dans le Code de la démocratie. Et donc, on vérifie que les comptes correspondent bien à la comptabilité. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à ça. C'est juste un état des lieux. Ça ne demande pas de vote. Le point 4 concerne des engagements et des bons de commande. Pourquoi on passe avec ça? Comme le budget est passé en décembre, donc en décembre 2023, le temps qu'il revienne de la tutelle, on doit travailler en 12e provisoire. Et donc le budget a bien été accepté, mais fin janvier, début février de mémoire. Et donc au moment où on a dû faire la dépense, notamment pour le sel ou pour les vœux à la commune, si on utilisait 1/12e du montant qui était là, on n'avait pas assez. Donc il y a une application d'un article qui permet, donc on doit prévenir le conseil communal pour une ratification, et donc on doit voter pour ça. Bernard? C'est exactement ça. Ok. Anne? Oui. 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 Et oui, le point 5 concerne le règlement pour les gobelets réutilisables. En fait, donc, on essaye que tout ce qu'on demande, comme tout ce qui entraîne des paiements, passe par un règlement. Donc, c'est toujours dans la professionnalisation de la commune. Et donc, ça, c'est le directeur financier qui met ça en place. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qui est déjà mis en place. Donc, on a reçu un subside pour acheter 5000 gobelets floqués à Tibi et commune des Montvillers. Et donc, ce sont des gobelets qui sont assez bien utilisés. Il y a toute une procédure qui est mise en place, et donc quand le gobelet n'est pas manquant, il y a 1 euro. Mais après, il y a 1 euro payant. Il y a toute une série de comités ou d'autres qui ont déjà acheté une partie de gobelets, mais ils sont quand même fort utilisés. Donc voilà, c'est quelque chose de positif. Ça permet en fait d'avoir une redevance gobelet et d'avoir un gobelet. Donc c'est donné gratuitement aux assos. Ils doivent payer une caution, et s'ils perdent le gobelet, mais fatalement, ils le remboursent. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques. Anne? Oui. 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 Et oui, le point 6 concerne l'octroi d'un subside à la maison de Frane. En fait, il s'agit du conseil communal des enfants 2023. Souvenez-vous, vous avez fait un projet d'organiser une grande fête à l'ISM pour avoir des budgets pour pouvoir acheter notamment des lits de mémoire à la maison de Frane. Et donc, officiellement, comme on a reçu l'argent, on doit le transférer officiellement à la maison de Frane, et donc ils avaient fait un bénéfice de 777,32 €, ce qui permet de vous dire que le conseil communal des enfants, les nouveaux petits conseillers, prêteront serment soit au conseil communal prochain, soit au prochain au mois de mars. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques. Non, Anne? Oui. 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 Oui.
Et oui, le point 7 concerne l'accueil de temps libre et donc le rapport d'activité du plan d'action 2022-2023 et le plan d'action 2023-2024. Et donc c'est le décret qui demande de passer au conseil communal. Donc vous avez vu un peu les actions qui vont avoir lieu sur l'année qui se termine ici. Et donc, oui. Voilà. Je sais pas si les remarques. Et ça permet aussi d'avoir un subside derrière. Anne? Oui. 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 Et oui, le point 8 et 9 sont deux conventions d'occupation à titre précaire. Donc d'abord, la maison de village de Wayo et 2, la maison multiservice de Villers-Perroin. Donc la maison de village de Wayo, c'est là où était la MCE. Et donc il y a 2 personnes qui sont engagées par la commune. Donc c'était une volonté de la commune de pouvoir utiliser les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permet en fait d'avoir des accueillantes seules salariées. C'est un peu spécial comme statut. Et donc pour rappel, il était au CPS, mais pour décharger le CPS, c'est revenu à la commune qui gère alors les 2 crèches plus les accueillantes salariées. Et dans ce cadre-là, la commune met à disposition, toutes charges comprises, donc 250 € par mois. Donc il paye les charges avec ce montant-là, globalement. On met à disposition la maison de village et on met à disposition la maison multiservice à Villers-Perroin. Pour rappel, il y avait une négociation pour pouvoir, avec le propriétaire de la maison de multiservice de Villers-Perroin, de pouvoir aménager les 2 lieux pour pouvoir bien transformer le lieu. Et donc la partie de droite permet d'accueillir 5 enfants, 4 équivalents temps plein, et la partie de gauche, c'est la maison médicale qui fonctionne voilà, à plein régime. Voilà. Je ne sais pas si les remarques. Oui. Juste une question. Attends, oui, oui. Merci. Juste une question. Dans le bulletin communal, on cite le nom de la personne qui s'en occupe à Villers. Et dans la convention, je vois un autre nom. C'est juste un peu la curiosité. Enfin, dans les faits, c'est qui s'occupe de la maison à Villers, en fait? Un autre nom. En fait, dans le bulletin communal, c'est la responsable des accueillantes salariées. Donc, sur le terrain. non, c'est pas les seuls. Et la convention, c'est bien la personne en question. Oui. Donc oui, il y a une personne qui coordonne l'ensemble des accueillantes salariées ou même des accueillantes qui ne sont pas salariées sur la commune. Merci. Donc je propose de voter les 2 points en même temps. Anne? Oui. 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 Et oui, alors je propose de passer les différents points qui sont en urgence. Alors, il y avait la cession du véhicule Renault Trafic appartenant au CPS et qui vient à la commune de Bonvillers. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Anne-Laure. Non, simplement, le véhicule était plus utilisé par la commune finalement que par le CPS. Et donc, voilà, c'est vrai que ça a engendré des frais d'entretien pour le CPS, donc finalement, il soit le principal utilisateur. Et donc voilà, de commun accord, on s'est mis d'accord pour transférer le véhicule. Ça semble plus évident qu'il se retrouve géré par l'autorité qui l'utilise le plus, sachant que le CPS pourra toujours l'utiliser, notamment quand il faut aller, c'est une fois tous les 2 mois, aller, je pense, à Anvers chercher certaines marchandises pour l'épicerie sociale. Voilà. Ok, je propose de voter. Anne? Oui. 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 Et oui, le dernier point de la séance publique avant les communications est la motion de soutien aux revendications des agriculteurs. Et donc c'est une motion qui était faite à Chièvres de mémoire, Jean-Jacques, à Gèvres, pardon, à Gèvres dans le Namurois. Et on l'a mis un peu à notre sauce. Et donc je donne la parole à Jean-Jacques. Je vais d'abord prendre ma casquette d'agriculteur. Lundi prochain, nous remettons le couvert à Bruxelles, juste pour vous prévenir. Des réunions ont lieu en ce moment à un rythme soutenu dans le cadre de task force agroalimentaire, établissement du prix minimum, évolution de l'étiquetage, pratiques déloyales, etc., etc. et dans le cadre d'une simplification administrative, l'AFSCA, la PAC. L'évolution des discussions va dans le bon sens, mais nous restons sur nos gardes tant que les actes ne seront pas concrets et qu'il n'y aura rien d'engrangé. Au-delà de ces travaux et au niveau belge, nous savons qu'il faut impérativement des mesures fortes
à court et moyen terme au niveau européen pour permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu décent et de ne plus être en concurrence avec des productions agricoles provenant de contrées différentes que les nôtres, avec des modes de production différents que les nôtres, avec des normes sociales et environnementales qui ne sont pas les nôtres. C'est pour rappeler que nous exigeons des réponses rapides et que nous rendrons ce lundi à Bruxelles, en marge de la réunion du Conseil européen des ministres de l'Agriculture. C'est pour ça qu'à la commune des Bonvillers, nous avons décidé de déposer une motion avec la commune de Gèvres et d'autres communes suivront certainement. Motion aux revendications des agriculteurs relative à une simplification administrative, une cohérence réglementaire, une promotion de la consommation locale et, de la spéculation sur les terres agricoles. Je ne vais pas vous lire tous les considérants. Je peux vous citer que nous avons décidé d'informer le gouvernement wallon et fédéral pour que la commune de Bonvillers se positionne fermement en faveur de ces applications, nouvelles normes, dumping environnemental, impact négatif sur la santé, de demander au gouvernement fédéral de soutenir une régulation du marché via une loi ainsi que l'établissement d'un prix minimum garanti pour des prix justes et stables, de demander au gouverneur wallon de faire des propositions de simplification administrative dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC avec un principe transversal de confiance, de demander au gouvernement wallon de faire un plan global pour faire des propositions concrètes pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer et se maintenir. Augmentation des aides à l'installation et diminuer les charges administratives. Vous savez, quand on monte les primes, ça peut durer 7 à 8 à 9 mois pour avoir tous les documents et c'est un peu long. Et enfin, de continuer à mettre en valeur les producteurs locaux de chaque commune, que ce soit Bonvillers soit n'importe où, et de continuer à faire connaître leur quotidien via des publications communal, guide de bonne entente, guide rural, guide économique, bulletins communaux, publication Facebook. Voilà, nous allons déposer la motion avec d'autres communes qui vont suivre. Voilà. Pour info, donc, il y avait eu une réunion avec une dizaine d'agriculteurs suite aux revendications qui avaient été faites. Et donc on s'était engagé lors de cette réunion à faire remonter. Et donc l'idée, c'est que toutes les communes se mettent ensemble, donc de pouvoir faire remonter les revendications. Donc c'était vraiment charge administrative. Ils ont déjà obtenu le fait qu'il y ait une solution pour les jachères. Je sais bien que c'était un peu la cristallisation des jachères. Il y avait l'installation des jeunes. Un exemple, et en fait qui vivent. À l'époque, un jeune agriculteur recevait, en 2014, il recevait 70 000 € pour s'installer. En 2024, il reçoit toujours 70 000 € pour s'installer. Donc il y a vraiment, alors que le coût de la vie a augmenté. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose encore à faire pour les jeunes agriculteurs. Et alors, ce qui les énerve le plus, c'est qu'ils obtiennent des charges environnementales de plus en plus importantes. Et donc, ils ne remettent pas en cause le fait qu'il faut passer par la transition. Par contre, ils ne comprennent pas qu'on importe des produits qui ont en fait des normes environnementales. Je prends par exemple l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande à 20 000 km de la Belgique. Et donc, il va permettre de faire venir du beurre, du fromage et de la viande, où on peut encore utiliser par exemple de l'atrazine, qui est une molécule qui est interdite dans l'Union européenne depuis 20 ans. Et donc, pour les agriculteurs européens, c'est interdit, mais pour les agriculteurs de la Nouvelle-Zélande, ils peuvent l'utiliser. Et donc, ce qui les énerve le plus, c'est ça, parce qu'ils trouvent qu'en fait, c'est une concurrence totalement déloyale. Donc voilà un peu, le résumé de cette motion. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Peut-être. Oui. Oui, voilà. Ben, si vous voulez bien, moi je vais juste ici me faire le porte-parole de M. Ward, parce que s'il n'est pas là, en fait, c'est parce qu'il sort encore une réunion comme celle-là au bureau du cabinet de M. Clarinval. Donc il n'a pas fini. Et donc pour lui, c'était très important d'expliquer qu'il voulait dire que le niveau de pouvoir supérieur, il travaille et activement. Ils y passent énormément de temps et qu'ils sont absolument pas sourds aux revendications des agriculteurs et qu'ils apportent déjà des réponses fort concrètes, et ça chaque jour qui se passe. C'est ce que j'ai dit. Tout à fait, mais voilà. Je trouve que c'est important de savoir qu'il y en a un parmi nous qui y travaille et qui travaille activement. C'est intéressant de savoir que notre commune travaille aussi là-dessus, par personne interposée, mais c'est quand même un petit peu nous aussi.
Et bien sûr, notre groupe ne peut que défendre cette motion et la soutenir, puisqu'on nous avait aussi proposé d'en présenter une, de la même façon que vous. Mais nous, on voudrait même vous proposer, si vous voulez bien, au Conseil, d'aller peut-être un peu plus loin, parce qu'on est typiquement une commune rurale et qu'il y a des petites choses à notre niveau qui peuvent être faites. Et donc, je voulais vous proposer ici 2-3 choses auxquelles nous, on a pensé. Et donc, par exemple, nous, on reste toujours très dubitatif par rapport au projet agri-photovoltaïque. C'est quand même encore une surface de 6 hectares qui pourrait être mise à disposition, justement, de jeunes agriculteurs. Mais bon, voilà, on sait que chacun... Mais qui est mise à disposition de jeunes agriculteurs? Donc déjà actuellement, il y a une personne qui cultive et il y a 2 agriculteurs qui ont moins de 40 ans qui vont pouvoir utiliser les 6 hectares. Donc faire croire l'inverse serait le Je n'ai pas dit qu'on faisait croire l'inverse, je dis qu'on n'est pas convaincu que c'est l'utilisation optimale qui puisse y faire. Mais encore une fois, c'est une question de point de vue. Moi je me suis aussi beaucoup documentée. Par exemple, mettre des moutons en dessous des panneaux photovoltaïques en plein été, on dit effectivement que ça va permettre aux moutons d'être abrités du soleil et de la réverbération de la chaleur. Mais les panneaux vont, en moyenne, il y a une augmentation environnante de 2 à 5 degrés. Donc pour les moutons, c'est peut-être pas toujours le top non plus, alors qu'il fait très chaud d'être là en dessous. Enfin voilà, soit ça c'est un débat d'idées, on est bien d'accord qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et donc nous, il nous semblait intéressant de pouvoir le faire valoir. Nous voulons ensuite sensibiliser le collège peut-être à être attentif cette année aux éventuelles formalités à satisfaire en cas de sécheresse estivale. Je rappelle que malheureusement en 2022, il y a semble-t-il que 2 communes de la région wallonne qui ne l'ont pas fait et donc nos agriculteurs n'ont pas pu être indemnisés. Donc ça c'est une petite action très concrète que notre commune peut faire. Qu'on peut peut-être faire un soutien actif aux agriculteurs qui ont des terres via un bail à faire. Parfois, la commune est posée en juge ou en arbitre de conflits. Et donc, c'est peut-être le moment de montrer notre soutien aux agriculteurs. De peut-être aussi, on a vu la présentation du plan communal de mobilité mercredi dernier. J'ai bien entendu qu'il y avait une règle qui parlait de 18 mètres entre 2 chicanes pour la bonne circulation des convois agricoles. Je trouve que ça pourrait être un geste vis-à-vis d'eux, justement, de leur proposer d'en discuter avec eux avant que toutes ces chicanes ne soient mises en place. Et donc, voilà, et que toutes les communications qui sont faites aux agriculteurs sur Facebook, etc., de nouveau, qu'ils soient partie prenante dans les discussions et dans la rédaction de ces communications. Et donc voilà, nous on propose qu'à la motion on ajoute éventuellement l'un ou l'autre point dans ce sens-là. Et donc quel point veux-tu ajouter là ? Notamment pour nous, d'en avoir parlé aussi avec des agriculteurs, il y en a quand même beaucoup qui sont fort inquiets par rapport au plan communal de mobilité qui arrive, et donc peut-être prévoir une réunion avec eux. Alors je sais que c'est pas toujours facile de les avoir et qu'ils se déplacent, mais trouver un moment... Après on fait des commissions agricoles régulièrement, donc on pourrait très bien aborder le sujet. Mais je crois que c'est vraiment un sujet... Pour le plan de mobilité, tu dois savoir que chaque fois qu'on fait un aménagement, on va sur le terrain avec l'agriculteur, avec son véhicule souvent. Moi Mathieu était avec une certaine personne, avec son tracteur Sabel, moi j'étais avec une intégrale à pomme de terre. On a vérifié tous les passages et quand on a fait, tout allait. Donc, voilà. Écoute, c'est pas toujours le retour qu'on a de certains, en tout cas. Ah non, voilà, mais il y en a un ou deux effectivement qui... Voilà, mais c'est peut-être... Ouais. Tu le dis toujours. Mais en fait, le truc, c'est trouver l'équilibre. Il vaut mieux convaincre que de voir après résoudre les problèmes. Donc, peut-être y repasser encore une fois, donc, encore le temps, une fois. Par rapport à toutes les chicanes qui ont été mises, donc d'abord, on a un agriculteur au sein du collège et donc qui n'hésite jamais à rappeler. Et notamment dans le plan communal de mobilité, au départ, on voulait mettre des sens interdits, etc. Ce qui, lui, en tant qu'agriculteur, dit mais non, on ne pouvait pas faire ça parce qu'un sens interdit, c'est-à-dire que l'agriculteur ne peut pas prendre le chemin. Mais donc, tu veux ajouter quoi alors ? Donc, le fait de consulter les agriculteurs pour le plan communal de mobilité, ça ou pas de souci ? Il nous semblait que c'était très clairement un effort à faire vis-à-vis d'eux parce que ça fait partie aussi de leur Mais donc, ce qui était fait, donc le plan communal de mobilité a été d'abord parce qu'on parle des chicanes sur Melay ici. Donc ça a été d'abord il y a eu un comité d'accompagnement dans lequel des agriculteurs... Non, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que même précédemment, ça a déjà été fait. Donc, exemple, toute la RN 567, il y avait 2 agriculteurs qui étaient présents dans le comité d'accompagnement et ils ont fait sauter 1 ou 2 chicanes qui, effectivement, entraînaient des difficultés par rapport au passage. Peut-être quelques éléments, parce que Jean-Jacques a parlé de ce qu'on faisait on faisait, mais
ce que nous faisons aussi, c'est tous les élagages des arbres suite à la grandeur des machines, ce qui n'existait pas avant parce que les machines sont de plus en plus larges. Et donc, les agriculteurs reviennent vers nous parce qu'ils voudraient qu'on coupe plus souvent les arbres, ce qui n'est pas toujours faisable parce que donc, on le fait, donc on a un budget de 18 000 € par an pour l'élagage des arbres. Et donc, on fait tourner cela. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est des rebouchages de trous dans tous les chemins de remembrement. C'est reboucher des ornières. On récolte les bâches aussi pour les agriculteurs. Donc, c'est 3 500 à 4 000 € par an. Tous les aménagements en mobilité sont faits pour les grandes machines à plus de 4,50 m. Mais clairement, il n'y a pas de souci de discuter avec les agriculteurs, surtout les voiries de transit. Donc, parce que la petite chicane qu'on va faire dans un îlot, c'est pas plus au bris, il n'y a pas de souci. On a mis toute une série de chemins réservés qui n'existaient pas avant, donc notamment entre Villers, Melay et Frasnes. La commune régulièrement nettoie aussi les boues parce qu'il y a certains agriculteurs qui l'ont fait, mais il faut trouver des solutions et donc on passe derrière également pour aider les agriculteurs, surtout en cette période, enfin la période qui est finie, mais betteraves et pommes de terre, là où c'était vraiment la catastrophe ici, où c'était fort boueux. Il y a eu la rédaction du guide communal de bonne entente qui a été fait avec les agriculteurs. On a mis en place une commission agricole qui n'existait pas avant, qui se voit 2 à 3 fois par an. Ils vont notamment faire une formation avec Nathalie Griwal. Bon, on pourra éventuellement aborder alors, le sujet des chicanes rue Aubry à d'autres endroits. Donc, il y a mis en place aussi des commissions dégâts, donc elle a existé, et effectivement, il y a une année où on n'a pas existé, pour la simple et bonne raison que l'agent wallon qu'on a eu au bout du fil nous a dit ça ne sert à rien de faire déplacer les agriculteurs parce qu'on ne donnera pas d'indemnisation, et in fine, ils ont été indemnisés. Donc ça veut dire que maintenant, de facto, la personne qui s'occupe de ça, donc ça c'est nouveau, parce qu'avant, le fonds de calamité agricole était fédéral, n'était jamais mis en place. Il est devenu régional en 2014 et globalement au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans il intervient, et donc maintenant depuis ce couac qu'il y a eu, mais la fonctionnaire l'a fait de bonne foi, d'office on remplit le dossier même si on le fait pour rien. Ce qu'on fait aussi par rapport aux agriculteurs, on va souvent les aider devant le fonctionnaire délégué qui est assez tendu par rapport à l'utilisation de la terre agricole pour faire des hangars ou des habitations. Donc ça, c'est un élément important. On a mis en place les bons villersois, on fait des paniers cadeaux dans nos fermes. On a créé la foire agricole avec le GAL, première grosse foire agricole sur l'entité, donc qui est vraiment à la base du projet, donc qui va tourner, qui est à Sardamaville, qui est à Villers-la-Ville, qui va être à Genappe, je pense, la fois prochaine. Ça sera encore Villers-la-Ville. Donc voilà. On a des messages de sensibilisation, surtout pour les néo-ruraux, j'avais comme ça, parce que en période de moisson, en période de betterave, j'ai quand même pas mal de gens qui m'interpellent, qui râlent. Donc, j'essaye surtout de les canaliser. Donc, donc c'est un élément important. Je rappelle qu'on met à disposition 8 hectares de terre à des jeunes agriculteurs, donc 2 hectares à agriculteurs qui avant étaient utilisés pour un seul agriculteur. Ici, il y a plusieurs personnes qui vivent de cet espace-là. Il y a 6 hectares au chemin royal qui est utilisé par un jeune agriculteur qui habite entre Melay et Timéon et donc qui utilise cet espace-là. Et alors, quelque chose qu'on fait énormément aussi, c'est on travaille beaucoup avec les agriculteurs par rapport aux inondations. Donc, nous allons sur place pendant les inondations avec Philippe Jean-Jacques et d'autres. Et nous trouvons un accord tripartite où, en gros, si l'agriculteur nous laisse avoir accès à sa terre, la commune accepte de faire une partie des travaux. Exemple, on va bientôt avoir une petite grue, et donc généralement dans les coins de champs ou autres, on a souvent c'est là qu'il y a des inondations, puis que ça coule, etc. Donc on crée des micro-bassins d'orage, on fait des petites buttes, on a mis déjà des solarec on dit des fascines, etc. Donc là on travaille déjà avec les agriculteurs. Et alors, pour éviter qu'il faille recommencer à chaque fois la négociation, il y a à chaque fois un mémo écrit qui est rédigé qui s'occupe de quoi. Donc, l'agriculteur s'occupera de mettre les fascines, nous, on s'occupe de faire le trou, etc. Et on essaie de trouver un juste milieu entre tout le monde.
Donc voilà, ce qui n'existait pas avant et ce qui permet surtout, quelle que soit la personne qui reprend le flambeau, puisse avoir le mémo écrit et ne doit pas recommencer à réinventer la roue. Et donc, depuis lors, on a quand même certains endroits où on a réglé clairement des problèmes. Je pense à la rue Champ du Monceau ou à la rue des Combattants. Qu'est-ce qu'on a ? Rue de Fleurus aussi. Donc, il y a vraiment certains endroits qui étaient problématiques et qu'on a réglés grâce à ça. Voilà un peu tout ce qu'on fait pour les agriculteurs. Alors, on pourrait toujours faire plus. Je sais bien que certaines s'émeuvent sur Facebook qu'on ne fait pas assez. Donc voilà, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire d'autre, à part donner de l'argent, mais ils sont quand même bloqués par les règles des minimis, et donc ils ne peuvent pas avoir plus d'argent si l'Europe ne change pas les règles. Et de toute façon, les agriculteurs ne veulent pas d'argent, ils veulent juste une concurrence loyale, et ils veulent juste qu'on leur fasse confiance par rapport à leur culture et par rapport au système de dates qui a été mis en place dans la PAC. Donc voilà, c'est un peu ce qui ressort dans nos réunions. Voilà. Mais donc je propose alors d'ajouter dans les considérants qu'il y aura une consultation des agriculteurs par rapport, on va dire, au voirie de transit, là il va y avoir des chicanes, donc surtout rue Aubry, à mon avis, avenue Stassard, quand ce sera fait. Il va y avoir aussi la rue Solvay, il y a quand même avec le rétrécissement, etc. Le rétrécissement, il y avait 2 agriculteurs, hein, et donc les agriculteurs qui ne sont pas contents ont mis leur accord en réunion et puis sont revenus dessus. Mais donc il faut quand même savoir. Et on a revu. Et alors, à chaque fois. Le travail peut être fait dans les deux sens. Ça peut être un travail préalable, voilà ce qu'on prévoit, qu'est-ce que vous en pensez, et aussi un travail d'évaluation, voilà ce qui a été fait, est-ce que ça reste ou est-ce que ça change? Ok. Mais moyennant cette modification, je propose de voter la motion. Alors, Anne? Oui. 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 Et oui. Et communication et questions, est-ce qu'il y a des divers avant de passer au huis clos? Moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à la réunion. Attends, je te branche, oui. Par rapport à la réunion citoyenne qu'il y avait eu sur Agricoeur le fin de l'année passée, il avait été annoncé que le permis serait bientôt déposé et que l'enquête publique se ferait tout début de l'année. Et donc, à mon avis, alors moi j'ai pas la même info, donc moi ce qui avait été dit c'est qu'il serait déposé au premier semestre 2024, mais le DREAM ne s'était pas engagé sur une date de dépôt. Non, enfin on avait eu le sentiment, c'est par rapport à l'enquête publique. Et donc de toute façon, quand il y aura une enquête publique, je rappelle que tous les riverains recevront un courrier dans les 50 mètres aux alentours. En plus de ça, quand il y a une enquête publique, on fait une publication sur les réseaux sociaux, et l'idée c'est que les gens puissent intervenir. Voilà. Après, ils ne vont pas être pris au dépourvu, vu que ce qui va être déposé correspond plus ou moins à ce qui a été présenté à 2 reprises. Je rappelle, et alors on a trouvé une solution, en tout cas temporaire, ici, pour le voisin, parce que là, les bâches ont été mises, comme on s'est engagé à le faire, par rapport à l'humidité, par rapport à un mur de l'ancienne grange. Ça a été fait par les ouvriers la semaine passée, la semaine dernière. Et donc il y a encore un dossier à régler, c'est le propriétaire d'en face. Et donc là, pour l'instant, on attend une réponse de la personne qui a acheté, qui est le promoteur, sachant que le promoteur a fait une proposition, mais que la personne d'en face n'accepte pas. Donc à un moment, je rappelle qu'il n'est pas obligé de le faire, il le fait parce qu'on est dans une optique de négociation. Le risque, c'est simplement que s'ils disent non, mais ils n'obtiennent rien du tout, alors que là, ils obtiendraient déjà un petit peu. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour, mais je dois leur contacter pour qu'ils bougent par rapport à ça. Voilà. Mais donc, ne vous inquiétez pas, quand il y aura l'enquête agricole, ce n'est pas notre genre de passer en stummeling, parce qu'on ne ferait pas autant de réunions citoyennes. Et donc, l'idée, c'est bien de faire de la publicité par rapport à cela. Et donc, la bâche, c'est ce qui avait... Parce que ce monsieur, enfin voilà, évidemment, il nous contacte aussi. Il avait l'air pas très emballé par l'idée de la bâche, ça lui semblait pas une bonne solution. Si vous parlez en huis clos, en gros, quand on a été sur place, j'ai été moi-même sur place avec le promoteur, avec Philippe, avec les travaux. Donc, au départ, il a mis son accord en réunion avec la bâche, et puis a réécrit un courrier 2-3 semaines après en disant « Je ne suis plus d'accord avec la bâche, je voudrais faire ceci ». Le problème, c'est qu'on est dans des montants autres, et je sais bien que si je demande, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, parce qu'effectivement, si les travaux prennent plus de temps, etc., et que la bâche ne fonctionne pas, peut-être faudra faire cette solution bis.
Mais la bâche, elle avait été achetée entre-temps, on s'était engagé à le faire. Et donc, prenons déjà cette solution temporaire et on n'est pas fermé, ce qu'on a toujours dit, si elle ne fonctionne pas, on n'est pas fermé à refaire oui, ce qui a été demandé par le... Mais ici, franchement, ça a l'air super bien fait. J'ai vu, et j'ai vu le monsieur ici la semaine passée et il a l'air d'être content quand même. La bâche. Voilà. Eh bien, merci à toutes et tous. Merci au public. On va passer au huis clos.